bonjour. Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire proposé par la Compagnie d'Essence sur la digestion difficile. Donc le sujet de ce webinaire, digestion difficile, c'est un sujet qui concerne nombre d'entre nous et puis qui peut nous concerner au quotidien puisque effectivement c'est un mécanisme qui est mis en route plusieurs fois par jour. Avant de vraiment nous lancer dans le sujet, un petit rappel sur le fait que la Compagnie d'Essence est toujours très heureuse de partager des connaissances, partager du contenu, et pour autant nous n'encourageons pas à l'automédication. Il y a trop de contre-indications, de risques de mésusage qui font que les informations et les conseils que nous vous donnons sont issus vraiment d'une base bibliographique, de données scientifiques, mais elles ne sont données qu'à titre informatif, puisque dans de nombreux cas, elles ne pourront pas se substituer à un diagnostic, à une consultation ou à un suivi médical, et je mettrai quelques petits coups de projecteur au cours de ce webinaire selon les thématiques. Un cadre pour ce webinaire, donc la présentation succincte du contenu, donc après une introduction sur la digestion et ce qu'on appelle la dyspepsie, pour un petit peu cerner le cadre de ce webinaire, parce que la digestion c'est très vaste et les troubles de la digestion sont eux-mêmes très nombreux, donc on ne pourra bien sûr pas tout traiter ce soir sur un format d'une heure environ, mais nous recevons régulièrement et vos questions et vos commentaires pour envisager des webinaires plus spécifiques. On vous présentera en tout cas dans ce cadre l'intérêt des approches globales et naturelles, quel rôle elles peuvent jouer, quel est leur intérêt dans le domaine des troubles de la digestion, et bien sûr une sélection. Alors ça n'est qu'une sélection, il existe beaucoup de possibles en santé naturelle et de nombreux compléments d'information sont ensuite disponibles sur le site. Donc pour ce soir, nous avons essayé d'identifier une sélection de produits qui peuvent rapidement vous soulager ou vous accompagner dans la majorité des cas. Et bien sûr des conseils pratiques, parce que il n'existe pas encore de plantes ou de produits naturels miracles qui résolvent tout, et bien sûr il faudra y associer des conseils hygiéno-diététiques pour arriver vraiment à ce confort et à l'amélioration de la digestion. À la fin, il y aura un temps de questions-réponses. Donc vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui défilent. N'hésitez pas à les poser. Elles seront reprises en fin de webinaire et je regarderai de temps en temps pour voir s'il y a certaines qui peuvent entrer dans le fil de la discussion. Alors on va commencer par planter le décor d'une certaine façon. La digestion au cœur de la santé. Effectivement, c'est un processus qui se répète plusieurs fois dans la journée et qui est en lien avec de nombreux troubles, et c'est important aussi d'abord de voir à quoi il sert ce système digestif. Il a des fonctions complexes et déjà son rôle nous permet de comprendre pourquoi il est si important d'en prendre soin. Donc l'un de ses premiers rôles, celui qui nous semble le plus évident, c'est qu'il participe à la décomposition des aliments pour les réduire en micronutriments qui seront biodisponibles. Donc ça c'est déjà extrêmement important pour être sûr que notre alimentation couvre bien tous nos besoins en micronutriments et que le processus digestif les rende biodisponibles. Il ne suffit pas d'en manger pour que ça arrive dans notre corps, il faut aussi que la digestion joue son rôle pour les rendre assimilables. Deuxième grande fonction du système digestif, la fonction barrière et filtre. Effectivement, c'est une barrière qui est interne, mais qui nous protège quand même de tout ce qui peut arriver via notre alimentation et qui peuvent être soit des produits toxiques, soit des germes. Et donc ce système digestif assure cette fonction barrière et en même temps de filtre. C'est toute l'intelligence de ce système, parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait ce qui est utile à notre santé qui passe. Et cette fonction barrière peut être souvent altérée. Il y a à la fois la barrière cellulaire de l'intestin, mais aussi toute une protection liée à ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiome
microbiote intestinal, la flore intestinale. Donc c'est un système, il y a un système complexe qui joue un rôle avec des répercussions sur la santé beaucoup plus larges. Troisième rôle de ce système digestif, c'est qu'il assure la progression du bol alimentaire et bien sûr l'évacuation des déchets, hein, parce qu'il ne faut pas que tout reste. Et aujourd'hui, de nombreuses recherches, et je pense que vous avez lu des choses à ce sujet, mettent en avant ces liens entre l'intestin et le cerveau. On parle aujourd'hui de l'intestin comme du deuxième cerveau, et cela montre bien à quel point la digestion et le système digestif sont au cœur de notre santé et en lien avec énormément de processus physiologiques. Pour nous aider après à comprendre à quel niveau nos approches naturelles peuvent agir, je vous propose un petit voyage au long du tube digestif pour voir quelles sont les étapes clés et pourquoi c'est si important d'en prendre soin. D'abord, l'importance de la mastication. C'est dès la bouche que les premiers processus vont opérer. C'est très souvent sous-estimé, négligé, et pourtant c'est déterminant. Hein. C'est peut-être l'étape la plus importante, puisque c'est l'étape qui est encore consciente. Tout ce qui va se passer après est pris en charge par le corps, mais vous ne pouvez pas par votre volonté intervenir. Par contre, la mastication, c'est vraiment une étape qui reste à notre portée et qui peut jouer un rôle crucial pour après. Et je dirais même en amont de la mastication, il y a aussi la stimulation de tous nos sens, l'olfaction, le goût, la vue, tout participe à amorcer le processus digestif, puisque on salive en voyant un bon repas, on salive en sentant une bonne odeur. Donc la digestion, elle commence dès ces toutes premières étapes. On verra après concrètement quel genre de conseils on peut appliquer pour prendre en charge cette étape. Ensuite, deuxième grande étape, le passage dans l'estomac. Et là, effectivement, c'est un lieu très particulier avec un pH très acide, mais ce pH très acide est physiologique et nécessaire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de questions autour de l'acidification, sur l'hyperacidité, mais aussi l'hypoacidité comme on le verra. Donc c'est un milieu dont il est très important de surveiller l'équilibre et sur lequel on peut travailler avec des produits naturels. Donc dans l'estomac, il y a aussi des enzymes qui ont besoin de cette acidité pour bien fonctionner. Il y a un mucus pour protéger l'estomac de cette hyperacidité. Il y a ce qu'on appelle le facteur intrinsèque qui va être très important ensuite pour rendre la vitamine B12 assimilable, et ce facteur intrinsèque lui aussi il a besoin d'un environnement acide. Et puis il ne s'agit pas uniquement d'une digestion chimique au niveau de l'estomac, il y a aussi un brassage mécanique et une vidange qui sont un petit peu les aspects mécaniques voilà, de la digestion. Donc cette dimension mécanique de la digestion est très sensible au stress, très sensible à la sédentarité. Donc vous voyez déjà dès les tout premiers pas de la digestion, plusieurs facteurs entrent en compte. Une fois que cette étape est passée, avec une vidange qui peut être plus ou moins longue en fonction du contenu du bol alimentaire, il va arriver au niveau du pancréas, et là à nouveau nous avons des sécrétions spécifiques. La nature est bien faite, donc il y a des bicarbonates qui vont venir réduire cette acidité. Il y a de nouvelles enzymes qui vont intervenir pour que nos aliments progressivement passent du stade aliment au stade nutriments et enfin micronutriments. Une fois le passage au niveau du pancréas, on arrive au niveau intestinal, et là plusieurs éléments sont importants. Il y a à la fois la motricité, ce péristaltisme intestinal qui contribue à l'avancée du bol alimentaire, et puis il y a l'univers dans lequel se retrouve notre bol alimentaire, avec toutes ces villosités. L'intestin, je me souviens plus des dimensions
dimension exacte, mais je crois que c'est l'équivalent d'un terrain de foot, hein, quand on l'étale. Il y a des villosités, des micro-villosités, hein, qui ça va être le lieu d'absorption de la grande majorité de nos micronutriments. Et pour assurer ce rôle de filtre, hein, dont je parlais tout à l'heure, il y a des jonctions serrées qui vont permettre à certains micronutriments de passer ou pas selon certains modes de fonctionnement et des critères. Et là, il y a à nouveau des enzymes, hein, on connaît pour beaucoup la lactase par exemple, hein, qui est associée à l'intolérance au lactose. Ben, c'est au niveau intestinal qu'elle intervient, parce que là on est vraiment au stade ultime de cette découpe des aliments en micronutriments, et si les fonctions antérieures n'ont pas été bien réalisées, eh bien on arrive à cette étape là avec des nutriments encore trop gros pour être assimilés, et très souvent il y a des désordres qui arrivent à cette étape-là de la digestion. Donc vous voyez l'importance de la mastication dès le départ pour qu'au fil on arrive à des micronutriments assimilables à l'étape intestinale. Et enfin, avant-dernière étape, hein, mais qui est encore dans le processus de la digestion, c'est ce qui se passe dans le côlon. Et là, il y a cette digestion colique avec à nouveau des enzymes qui interviennent, et surtout le microbiote. Alors quand on parle de microbiote, aujourd'hui, même s'il y a d'autres microbiotes dans l'organisme, hein, qu'on étudie, qu'on découvre et qu'on approfondit, quand on parle de microbiote, c'est très souvent à ce microbiote colique qu'on fait allusion, parce que c'est lui qui va jouer un rôle crucial à la fin des processus de digestion. Voilà un petit peu pour planter le décor, qui va permettre après de comprendre comment on intervient avec les solutions naturelles qu'on veut proposer. Maintenant qu'on a présenté un petit peu comment ça doit fonctionner, voilà un petit peu maintenant comment ça fonctionne. Alors ça repose d'abord sur un bilan initial, parce qu'il faut identifier les symptômes qui vous concernent les uns ou les autres. Donc parmi les symptômes les plus courants de ce qu'on appelle, quand c'est ponctuel, une crise de foie, hein, même si le terme est pas toujours juste, mais il montre le côté ponctuel de certains troubles de la digestion. Donc on peut aussi bien avoir de l'aérophagie, si justement on mange trop vite, on va avoir tendance à avaler trop d'air. On peut avoir des sensations de lourdeur, en général c'est plutôt l'estomac là qui est en jeu, des ballonnements quand il y a des fermentations, donc là ce sera plutôt au niveau intestinal ou colique, des brûlures d'estomac, ça effectivement c'est souvent le signal précurseur, ça devient récurrent d'une éventualité d'un ulcère, ou ça peut être associé à un reflux. Et puis il y a les nausées, hein, c'est un signal pour notre corps qu'il y a quelque chose qui passe mal au niveau de l'estomac. Et puis des maux de ventre, hein, tout simplement des maux de ventre, et puis jusqu'aux maux de tête, hein. Donc effectivement on voit bien que là il y a un ensemble de symptômes qui n'ont rien d'effrayant en soi, mais qui peuvent être source d'inconfort quand ils se répètent. Alors ce qui est important avant d'envisager des solutions naturelles, c'est d'abord de repérer si l'apparition de ces symptômes est liée à la prise d'un nouveau médicament, hein. C'est clair que si ce sont des signes inhabituels qui apparaissent quand vous commencez un traitement, là il faut tout de suite le signaler à votre médecin. Alors c'est pas toujours grave, mais c'est important de le signaler. Si avec les conseils qu'on vous donne, les produits qu'on peut vous conseiller aussi au comptoir à l'officine, s'il n'y a aucune amélioration au-delà de 48 heures, il faut commencer à se poser des questions, et encore plus s'il y a des signes plus graves, c'est-à-dire une fièvre associée ou des signes intenses inexpliqués, hein. C'est vrai que si vous savez que vous avez fait un bon repas et que vous avez du mal à digérer, là vous pouvez faire le lien. Mais s'il n'y a aucun événement qui peut expliquer des signes digestifs intenses, des douleurs intenses par exemple, c'est important de demander un avis médical. Pas d'automédication spontanée s'il y a ces trois éléments qu'on vient de citer, enfin 4 éléments qu'on vient de citer. Si au-delà de 6 mois il n'y a aucune cause pathologique, mais que vous êtes toujours dans cette symptomatologie, là on parle
de dyspepsie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de grave, c'est le système digestif qui n'est pas au top, qui a besoin d'être soutenu. Et là, les approches naturelles vont être très intéressantes parce qu'elles vont à la fois permettre de soulager et aussi de stimuler le système digestif dans sa globalité pour retrouver un certain confort. Et là, c'est l'occasion, effectivement, on est dans le cas d'une dyspepsie fonctionnelle, c'est l'occasion d'aller un petit peu faire un tour du côté de ses habitudes alimentaires, de voir si on est fumeur, hein, on parle toujours des risques pulmonaires avec le tabac, mais il a de fortes répercussions aussi sur le système digestif, voire sur l'aggravation de certaines pathologies digestives inflammatoires. L'excès d'alcool, bien sûr, le café, alors pas le café, mais l'excès de café, il a aussi des actifs acides qui, en cas d'acidité gastrique, vont amplifier les inconforts. Et puis, il y a certains médicaments, on connaît les anti-inflammatoires qui peuvent provoquer des douleurs gastriques, donc c'est important d'en tenir compte pour soit faire ajuster son traitement, si on est obligé de les prendre au long cours, soit de trouver une alternative en accord avec son médecin. Il intervient aussi dans les troubles digestifs, et on va l'évoquer à plusieurs reprises, c'est le stress et l'anxiété qui peuvent être des facteurs déclenchants, aggravants des troubles digestifs. Alors je vous dis tout de suite que sur le site, il y a une page dédiée, beaucoup de conseils donnés autour du stress pour venir compléter ce qu'on va vous dire dans cette vidéo. Et autre point essentiel dans le cadre des troubles digestifs, c'est l'impact de la sédentarité qui est souvent un petit peu comme la mastication sous-estimée. Et un des rôles de la sédentarité, c'est de participer à cette digestion mécanique dont je vous parlais, de participer au péristaltisme. Donc c'est notamment par la sédentarité qu'on évitera certains troubles du transit. Mais le sport intensif, ça n'est pas mieux. Les sportifs de compétition, les trailers savent qu'une activité sportive intensive a un impact très très important sur la santé digestive, sur l'équilibre du microbiote. Donc il vaut mieux viser une activité physique régulière et modérée quand on a des troubles digestifs, plutôt que de passer de la sédentarité au sport intensif. Ce serait totalement contre-productif. Voilà un petit peu ces cadres posés autour de ce qu'on appelle la dyspepsie fonctionnelle et la crise de foie, qui sont ces deux problématiques qui vont être pour lesquelles nos conseils vont être adaptés. Par contre, il y a d'autres pathologies du système digestif que je préfère aborder d'emblée parce qu'ils vont nécessiter des conseils, des vidéos à venir spécifiques sur ces thématiques-là, parce que ce sont des pathologies, pas juste de la dyspepsie fonctionnelle, et qui vont nécessiter un diagnostic et un suivi médical. Par contre, celles et ceux qui sont concernés par ces problématiques, ne nous quittez pas tout de suite parce que les conseils qu'on donne dans la suite de cette vidéo peuvent tout à fait être appliqués pour ralentir la progression, atténuer certains signes, voilà, vous permettre quand même de prendre en charge votre problématique en complémentarité avec le suivi médical et les traitements qui vont vous être conseillés. Donc là, effectivement, dans ces autres pathologies, on inclut le reflux gastro-œsophagien. Je ne vais pas vous lire toute la liste, mais ça concerne aussi les problématiques d'intolérance et d'allergie alimentaire. Ne pas oublier non plus les infections, les parasites, qui peuvent être source d'inconfort digestif, et toutes ces pathologies de civilisation moderne, si on peut mettre ce terme-là derrière ces pathologies. On parle de syndrome de l'intestin irritable, de SIBO, dès qu'il y a des déséquilibres au niveau de la flore intestinale, de la composition de la flore intestinale, et puis en plus les maladies inflammatoires, comme la maladie de Crohn. Donc aujourd'hui, on connaît mieux toutes ces pathologies. C'est vrai que la digestion, c'était toujours un petit peu tabou, mais aujourd'hui, il y a quand même la recherche qui évolue dans ce domaine-là, notamment parce qu'il y a de plus en plus de personnes concernées. Et sur les 3 points suivants, fibromyalgie, dépression, autisme, j'ai mis des points d'interrogation parce que ce sont des axes de recherche assez récents pour expliquer la cause
de certaines de ces pathologies. Et ça peut surprendre certains d'entre vous de voir dépression. Hein. Toutes les dépressions ne s'expliquent pas par des déséquilibres au niveau intestinal, mais on en revient souvent à cette communication intestin-cerveau et tout ce que ce déséquilibre au niveau de l'écosystème intestinal peut avoir comme répercussion, soit au niveau de maladies inflammatoires, soit au niveau de maladies auto-immunes, soit au niveau de maladies psychiques. Hein. Donc on parle même d'une cause intestinale de l'autisme, donc c'est peut-être pas une cause, mais c'est au moins un environnement, d'où l'importance de prendre soin de son système intestinal, sans que ce soit forcément le traitement de ces pathologies, mais en tout cas on sait aujourd'hui que c'est important d'en prendre soin pour, je ne sais pas comment dire, en tout cas éviter une évolution de ce genre de problématiques. Et au milieu de tout ça, donc, pourquoi se tourner vers la nature? Eh bien, souvent, on se tourne vers la nature parce qu'on souhaite avoir moins d'effets secondaires. Et c'est vrai que les plantes, les approches naturelles vont, la plupart du temps, avoir une approche plus équilibrée, à condition d'en faire un bon usage, bien sûr. Les approches naturelles, elles permettent aussi de donner des conseils à la fois personnalisés, tout en tenant compte de l'ensemble, de l'environnement, de l'hygiène de vie, de l'alimentation, de la gestion du stress. Il ne suffit pas juste de donner une plante anti-acide, par exemple, et d'ailleurs ça n'existe même pas à ma connaissance, mais pour prendre la problématique dans sa globalité, parce que très souvent ce sont des facteurs qui sont très importants pour rééquilibrer le système notamment digestif et pas que. Et bien sûr l'activité physique comme on vient de le voir. Les approches naturelles permettent à la fois de soulager des inconforts. Quelquefois on ne peut pas toujours aller à la cause, mais on peut au moins soulager ponctuellement des inconforts ou alors avoir une action plus profonde sur le terrain. Et puis comme il y a cette approche globale de cette problématique, eh bien il n'est pas étonnant que les approches naturelles aient des répercussions bénéfiques sur la santé en général. Voilà, donc maintenant nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Donc l'intérêt des huiles essentielles. Pourquoi on commence par les huiles essentielles? C'est d'abord parce qu'elles peuvent avoir des effets rapides. Et c'est vrai que quand on a des troubles digestifs, ça n'est pas toujours grave, mais ça peut être des inconforts difficiles à vivre au quotidien. Donc déjà pouvoir être soulagé, c'est important. Et compte tenu de la diversité des propriétés des huiles essentielles, ça va nous permettre de soulager un petit peu au cas par cas. Est-ce que ça viendrait plutôt de l'estomac? Est-ce que ça viendrait plutôt du foie? Donc déjà, est-ce que ce sont plutôt des douleurs, des spasmes? Ça va permettre d'apporter un soutien spécifique en fonction des signes principaux. Les huiles essentielles, elles ont aussi l'avantage de pouvoir être utilisées sous plusieurs voies au choix. Le choix, ça va être soit aussi en fonction des utilisateurs qui peuvent avoir certaines contre-indications à l'usage des huiles essentielles, mais aussi en fonction de l'objectif et de l'action qu'on recherche. Je pense par exemple à la gestion du stress. On pourra tout à fait utiliser les huiles essentielles en olfaction pour atténuer le stress et pour obtenir un résultat sur la réduction éventuelle des spasmes digestifs. Donc on n'est pas toujours obligé d'utiliser la voie orale parce que ça relève du système digestif. Elles ont, comme je vous l'ai dit, une grande diversité d'actions et donc effectivement des propriétés qui peuvent être utiles tout au long du tube digestif et participer aussi à ce rééquilibrage. Aujourd'hui, on bénéficie de tous les usages traditionnels des huiles essentielles. Elles sont très nombreuses. C'était d'ailleurs très frustrant de faire une sélection pour ce webinaire. Vous aurez plein d'autres options sur le site, mais on a aussi des études scientifiques récentes. Et ça nous permet vraiment de savoir que les huiles essentielles peuvent aider dans certaines situations. Commençons donc cette petite sélection. Pour celles et ceux qui connaissent déjà bien les huiles essentielles, ils connaissent très probablement la menthe poivrée et effectivement elle est incontournable.
Dans les problèmes digestifs. Elle est incontournable à plusieurs niveaux. C'est parce que déjà, elle a beaucoup de propriétés digestives. Elle va être utile aussi bien en cas de lourdeur, de mauvaise haleine. On parlait un petit peu de l'hygiène bucco-dentaire aussi, qui peut être très importante en lien aussi avec la mastication. Donc déjà, l'hygiène de la bouche va avoir des conséquences sur la digestion. Donc mauvaise haleine, hygiène bucco-dentaire, lendemain de fête, nausées, tout ça peut nous faire penser à l'amande poivrée. Une grande huile essentielle digestive. On lui doit une grande partie de ses propriétés dans ce domaine-là au menthol, parce que quelquefois c'est l'huile essentielle qui est étudiée, quelquefois c'est un de ses actifs dominants. Par contre, elle ne contient pas que du menthol, elle contient aussi une autre molécule qu'on appelle la menthone, qui a une toxicité qui est un peu plus compliquée à maîtriser. Donc c'est pour ça que la menthe poivrée sera à utiliser uniquement ponctuellement par voie orale. Même si c'est une huile essentielle très connue, très largement utilisée, attention à la voie orale au long cours. On la réservera plutôt pour un usage ponctuel. Et comme elle a aussi une action sur les sphincters, en usage régulier, elle pourrait même favoriser le reflux gastro-œsophagien, ce qui n'est pas du tout ce qu'on recherche à faire et ce qui serait contre-productif. Donc oui en usage ponctuel, oui en voie cutanée, oui en olfaction, surtout pour les nausées. Son odeur est agréable, elle est assez consensuelle. Donc effectivement, n'allons pas prendre des risques par voie orale, utilisons-la plutôt en olfaction. Alors j'en profite pour vous dire que sur le site, nous avons aussi des pages dédiées pour vous guider dans l'usage par voie orale des huiles essentielles en particulier. Donc cela vous permettra de mieux connaître les contraintes. On n'utilise pas les huiles essentielles sans support. On ne peut pas les utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. C'est contre-indiqué pendant toute la grossesse pour la femme enceinte. Voilà, tous ces aspects-là qui sont importants à connaître pour les utiliser sans risque. Alors comme on vient d'évoquer les limites de la menthe poivrée, je vous propose tout de suite une alternative plus souple qui est l'essence de citron. Elle est idéale pour les utilisateurs sensibles et elle sera beaucoup plus souple d'emploi. Bon, elle n'a pas grand intérêt par voie cutanée dans ses indications apparemment, donc là on peut privilégier la voie orale puis son goût est agréable et elle ne contient pas de molécules à risque toxique comme dans la menthe poivrée. Mais elle peut tout aussi bien être efficace en olfaction. Je pense en particulier aux nausées de la femme enceinte, même si c'est pas a priori un problème digestif. Cela fait partie des huiles essentielles qui peuvent être utilisées pendant la grossesse, mais bien sûr en privilégiant là aussi l'olfaction. Et les enfants qui ont des nausées, qui sont pas bien en cas de gastro, ou dans la voiture, même si là c'est pas non plus un problème digestif, mais dès qu'il y a des nausées, des problèmes de digestion difficiles, proposer aux enfants en olfaction, ça peut déjà être des problèmes qui durent très longtemps. Alors en plus, l'essence de citron fait l'objet de nombreuses études, notamment parce qu'elle contient beaucoup de limonène, et là maintenant on sait qu'elle a aussi des propriétés protectrices du foie. Elle va avoir aussi une action très intéressante en cas de brûlure gastrique. Donc on a vraiment là une huile essentielle qu'on n'a pas fini de découvrir et qui est par ailleurs souple d'utilisation, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Et là on ne sera pas du tout, je parlais des troubles gastriques, on sera vraiment sur une action protectrice et pas anti-acide, dont on va comprendre les limites tout à l'heure. Donc retenez cette alternative du citron qui est particulièrement intéressante dans ce domaine. Deux autres huiles essentielles, une un petit peu moins connue, un peu moins courante, pour en découvrir d'autres, c'est la cardamome. Alors la cardamome, elle est surtout, alors elle fait beaucoup de choses sur le plan digestif, mais elle est surtout intéressante en
cas de flatulence, de gaz intestinaux, de ballonnement, hein, elle a une action à la fois carminative, hein, donc elle va aider à la digestion, elle est aussi apéritive, hein, pour les personnes qui manquent d'appétit, et enfin une action antispasmodique. Donc vous voyez, c'est une huile essentielle qu'on connaît peu, mais qui a des propriétés multiples dans la sphère digestive. Alors on l'utilisera plutôt par voie orale et ponctuellement. Elle n'a pas forcément le risque toxique de l'amande poivrée, mais on préfère l'utiliser ponctuellement. On verra qu'il y a d'autres solutions pour ces problématiques de flatulence et de gaz intestinaux. Autre huile essentielle majeure de la sphère intestinale et abdominale en général, hein, parce que c'est aussi une huile essentielle qui est utilisée pour les douleurs de règles, c'est notre antispasmodique de référence, le basilic exotique. Si chez vous, vous avez plutôt de l'estragon, sachez que ces deux huiles essentielles contiennent toutes les deux la même molécule en quantité importante. C'est une molécule qu'on appelle l'estragol, et leurs propriétés antispasmodiques viendraient de cette molécule. Donc j'ai beaucoup parlé d'effets antispasmodiques, mais l'avantage du basilic et de l'estragon, c'est d'être aussi calmante. Ce sont deux huiles essentielles utilisées en cas de stress. Donc vous voyez qu'avec cette même huile essentielle, vous pouvez à la fois agir sur l'aspect mécanique, musculaire, spasmodique, et aussi l'action calmante, sédative pour réguler ces problèmes qui sont favorisés par le stress. Cette molécule d'estragol est a priori sans risque, mais il y a quand même certaines études qui laissent entendre un risque de toxicité hépatique. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux la privilégier par voie orale ponctuellement. Hein, elle n'est pas du tout dangereuse ponctuellement si on en respecte le bon usage, mais elle est déjà très efficace par voie cutanée et aussi en olfaction, notamment pour la gestion du stress. Donc ça vous laisse différentes possibilités. Alors je reviens sur la voie cutanée, puisque je vous ai déjà un petit peu dit qu'il y avait une page dédiée pour la voie orale, l'utilisation par voie orale des huiles essentielles, mais il y a aussi sur le site une page dédiée pour la voie cutanée. C'est important de la lire parce que d'abord on utilise exceptionnellement sur des toutes petites surfaces et que certaines huiles essentielles dans tout le reste des usages des huiles essentielles par voie cutanée va se faire diluer avec des huiles végétales. Mais diluer à comment? Donc c'est cette page-là qu'on a souhaité rédiger pour vous guider, hein, en fonction de la taille et de l'étendue de la zone d'application et du type d'huile essentielle, d'éviter de choisir la bonne dilution, aussi pour les utilisateurs. Hein. On ne va pas utiliser les mêmes dilutions pour les enfants et pour les adultes. Alors je vois qu'il y a une petite question à laquelle je réponds tout de suite, qui est que effectivement l'estragol est le nom courant donné à une molécule que vous trouverez aussi sous le nom de méthylchavicol ou de méthylétherchavicol. Hein. C'est effectivement la même molécule qui est présente en grande quantité dans l'estragon et le basilic exotique. Voilà les huiles essentielles que nous voulions vous présenter. Il y en a plein d'autres. Hein. C'était difficile sur ce format d'atelier, donc à la fois sur la page générale qui traite des troubles digestifs, de la digestion difficile, vous trouverez d'autres pistes, et sinon sur le site avec le moteur de recherche, vous pouvez trouver en fonction des huiles essentielles que vous avez chez vous, que vous avez l'habitude d'utiliser, de voir si elles peuvent vous soulager dans le cadre de vos problématiques. Là, on a vu que les huiles essentielles pouvaient avoir une action rapide, puissante pour soulager. Là, je vous propose à l'inverse, hein, des produits qui vont avoir plutôt une action profonde et régulatrice. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme de gémothérapie. C'est une branche qui est quand même ancienne, hein, en phytothérapie, mais qui était assez méconnue et qui aujourd'hui fait l'objet de nombreuses publications. Et c'est vrai que c'est une approche de la phytothérapie assez douce
et avec cette action profonde et régulatrice dont je vous parlais. Donc c'est très complémentaire de l'approche par les huiles essentielles. Et ça permet aussi une approche personnalisée en fonction du terrain. Là, ça demande un petit peu de se connaître, de savoir quelles sont les fonctions digestives qui ont besoin d'être soutenues. Alors là, on vous a fait une sélection de 3 bourgeons qui sont intéressants, de macérats de bourgeons. Hein. La gémothérapie, je ne sais pas si je l'ai expliqué, donc ce sont en fait des macérats de bourgeons, et l'expérience, les médecins qui l'utilisent ont noté, hein, l'usage à la fois traditionnel et récent montre que ces bourgeons recueillent un petit peu toutes les propriétés et plus dans certains cas que la plante adulte. Donc ça, tout en agissant de façon plus équilibrée. Donc on n'explique pas tout encore sur le fonctionnement de la gémothérapie, mais les résultats obtenus confirment la théorie que je viens de vous présenter. Premier bourgeon qui nous semble important à utiliser, c'est le romarin. Il sera surtout, alors là ce sont des jeunes pousses, hein, parce qu'il peut y avoir des bourgeons ou des jeunes pousses. Il sera très intéressant en cas d'insuffisance hépatique et biliaire, quand il y a des nausées. Je ne l'ai pas noté, mais ça peut aussi être un bourgeon utilisé pour une cure détox. Hein. Ce sera une cure détox beaucoup plus douce et beaucoup plus en profondeur, par exemple, qu'avec une huile essentielle de romarin. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, qui n'en ont jamais fait, je conseille plutôt de commencer par le macérat de bourgeons, de jeunes pousses de romarin, qui va venir en soutien de cette fonction hépatique qui est très importante dans le processus digestif. Ensuite, je peux vous conseiller le figuier, qui lui va être vraiment le bourgeon anti-stress. Hein. Dès qu'il y a une problématique de stress, que ce soit le sommeil, l'immunité, la digestion, pour travailler sur cette problématique, c'est le figuier qui est vraiment le bourgeon réflexe en fait. Hein. Très très intéressant dans ce cas-là. Autre bourgeon majeur de la sphère digestive, le noyer. Le noyer, il va être très intéressant pour rétablir l'équilibre de la flore intestinale. Vous savez, quand on a tous ces désordres intestinaux après un traitement antibiotique, par exemple. Aujourd'hui, on conseille de prendre des probiotiques, mais on peut tout à fait y associer le noyer qui va faire ce travail de rééquilibrage de la flore intestinale et de l'écosystème intestinal en général. Et quand on sait que c'est au niveau de cet écosystème intestinal qu'il y a plus de 70% de notre système immunitaire, on n'est pas étonné de voir que le noyer agit aussi autour des problèmes de l'immunité. Hein. Donc je vous invite à aller lire les fiches, hein. C'est très difficile dans le cadre de ces vidéos de donner le détail, hein, de chacun de ces bourgeons, de chacune des huiles essentielles, des petits coups de projecteur pour, en fonction des choses qui prédominent dans votre situation, d'être déjà guidé dans vos choix. Alors ces bourgeons, comme ils ont une action, on va très très rarement les utiliser en ponctuel. Au contraire, là on va plutôt s'inscrire dans des cures, hein, des cures de 3 semaines. Alors j'en reviens du coup au noyer, hein. Très souvent quand il y a un déséquilibre de la flore intestinale avec une alternance de constipation, d'arrêt, et puis surtout des diarrhées après un traitement antibiotique, c'est par lui qu'on va commencer, hein, pour un petit peu rétablir l'équilibre au niveau intestinal, et puis après ça sera plutôt au cas par cas en fonction de la situation de chacun. Autre grande famille d'extraits naturels qui nous sont chers, ce sont les hydrolats, et effectivement les hydrolats ont l'intérêt de convenir aux utilisateurs sensibles. Je ne sais pas si vous savez comment ils sont produits, hein. Les hydrolats sont produits en même temps que la distillation des huiles essentielles, et quand on fabrique des huiles essentielles, c'est de la vapeur d'eau, hein, qui va passer à travers la plante pour en extraire les molécules volatiles et actives. Mais quand cette vapeur d'eau refroidit, eh bien, il y a l'huile essentielle qui va se séparer de l'eau, hein, puisqu'elle n'est absolument pas, ça n'est pas hydrophile, hein, mais il va rester dans l'eau quelques molécules qui sont à la fois présentes dans l'huile essentielle,
plus petite quantité dans l'hydrolat, d'autres molécules qui sont vraiment propres aux hydrolats, mais ça fait donc un produit beaucoup plus dilué et beaucoup plus souple d'emploi, mais qui reste actif. Il suffit de sentir un hydrolat pour savoir que ça n'est pas que de l'eau. Ceux qui ont déjà senti l'eau de fleur d'oranger, ça a un parfum très marqué, et donc ça montre bien qu'il y a des substances aromatiques et donc potentiellement actives dans ces produits. Ce sont donc des produits parfaits pour les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes. Lisez quand même chaque descriptif de l'hydrolat, parce que par précaution, il y en a quand même certains qui vont être déconseillés chez la femme enceinte, mais globalement, ils sont tous beaucoup plus souples et beaucoup plus faciles d'emploi. En cas de problème digestif, on va retrouver notre menthe poivrée, et là, qui sera beaucoup plus souple d'emploi que l'huile essentielle, du coup, on va pouvoir utiliser au long cours. On ne pourra pas forcément l'utiliser chez la femme enceinte, parce qu'il y a quand même toujours cette molécule qui nous pose problème dedans, mais pour toutes les autres personnes, c'est un hydrolat qu'on pourra utiliser par voie orale au long cours. Alors vous avez sur le site de la Compagnie d'Essence des explications sur comment utiliser ces hydrolats. Vous verrez, c'est très souple, très facile, et ça prend beaucoup moins de temps que de préparer une tisane. Donc ça a aussi cet intérêt-là. Donc la menthe poivrée, c'est notre hydrolat polyvalent, plus son goût est agréable. Vous pouvez même l'utiliser en bain de bouche si vos problèmes digestifs viennent de problèmes bucco-dentaires. C'est aussi l'occasion de lui accorder cette fonction. Pour la femme enceinte, on lui préfère le laurier noble, et c'est vrai que au cours de la grossesse, il y a beaucoup de problèmes digestifs chez certaines femmes, et il est compliqué de prendre des traitements. Donc là, on est sur des produits très doux qui présentent très peu de risques. Autres utilisateurs sensibles pour lesquels les huiles essentielles ne sont pas toujours faciles à employer dans ces cas-là, ce sont les bébés et les jeunes enfants. Et là, on a un hydrolat extraordinaire. Je pense au colique du nourrisson avec l'hydrolat de camomille romaine, qui aura aussi un effet apaisant. Donc c'est une huile essentielle extrêmement utile pour les bébés, que ce soit pour les problématiques de sommeil ou des problématiques digestives. Donc là, dans le cadre de la digestion, de coliques, de troubles digestifs, il est tout à fait possible d'ajouter un hydrolat. Donc là, on est bien sur l'hydrolat de camomille romaine dans un biberon. Donc vous voyez, on peut tout à fait combiner utiliser avec intérêt ces produits très, très doux et très souples. On ne pouvait pas, dans ce domaine-là, écarter les infusions. Les plantes de phytothérapie sont très nombreuses dans les indications autour du système digestif et de la digestion. Certains d'entre vous aiment préparer des tisanes. Les tisanes digestives sont incontournables dans ce domaine, qui est vraiment un domaine de prédilection de la phytothérapie, que ce soit au niveau buccal, gastrique, hépatique, biliaire. J'ai souvent utilisé le terme hépatique, mais en sous-entendant hépatobiliaire, intestinale, colique, enfin vraiment on a des plantes qui permettent d'intervenir à tous ces niveaux-là, et même au niveau du stress comme on va le voir. Donc les tisanes vont tout à fait pouvoir s'utiliser ponctuellement, comme une petite tisane digestive quand on sait qu'on a fait un repas un petit peu trop copieux. Ça remplace tout à fait un digestif, et ça aura moins d'effets secondaires. Donc voilà pour ces tisanes digestives. Et parmi les plantes, alors la liste serait beaucoup trop longue, mais une petite sélection. Le fenouil, pour les personnes qui aiment ces saveurs anisées. Le fenouil existe aussi sous forme d'huile essentielle, mais il est interdit à la vente publique. Donc c'est pour ça que l'utiliser sous la forme d'hydrolat, c'est plus difficile à trouver, mais en tout cas sous forme de tisane, elles sont très faciles à préparer. C'est une plante majeure de phytothérapie qui peut être très intéressante pour la sphère digestive. Le laurier, on retrouve le laurier noble qu'on a vu aussi en hydrolat, qui existe aussi en huile essentielle, qu'on ne vous a pas présenté, mais qui est une plante digestive. Et puis vous voyez, avec fenouil, laurier, menthe, thym,
thym, nous n'avons là que des plantes dites aromatiques qu'on peut aussi bien utiliser en cuisine qu'en tisane. Donc ce sont des plantes très utiles et très utilisées depuis très longtemps dans ces fonctions digestives. Quand il y a du stress, on pourra davantage privilégier la mélisse ou la verveine qui vont à la fois avoir cette action antispasmodique et calmante et une action digestive. Donc ce sont des huiles essentielles. Quand je parle de verveine, hein, c'est la verveine citronnée qu'on utilise dans cette indication-là. Et puis si on veut avoir une action plus profonde, faire une cure détox, hein, venir drainer l'organisme et relancer les différents organes de la digestion, et en particulier le foie, on retrouve notre romarin, hein, qui existe aussi en huile essentielle, mais qui est quand même assez puissante. Donc il faut déjà un petit peu connaître les huiles essentielles pour l'utiliser. Sinon, on a vu, il existe sous forme de macérat de bourgeon, et là, en infusion ou en tisane, forme de cure détox. Et bien sûr, le pissenlit, hein, aussi grande plante de la phytothérapie, qui a à la fois des actions drainantes globales et digestives en partie. Donc voilà, avec ces huiles essentielles, les macérats de bourgeon pour une action plus profonde, les hydrolats pour un public plus fragile, et les plantes, hein, pour revenir à quelque chose de plus traditionnel, hein, mais qui a tout son intérêt dans ce domaine-là. Voilà un petit peu tous ces extraits à base de plantes qu'on souhaitait vous proposer ce soir. Alors, dans le domaine de la phytothérapie, il existe d'autres plantes, hein, comme les plantes amères, la gentiane, les plantes un peu comme le romarin, hein, qui vont avoir une action qu'on dit cholagogue et cholérétique, c'est-à-dire qu'elles vont stimuler la production de bile et l'évacuation de la bile pour favoriser la digestion des graisses. Alors je pense par exemple à l'artichaut, au chardon-marie. Hein, il existe d'autres plantes digestives, mais qui seront plus faciles à utiliser sous forme d'extraits concentrés. C'est ça que vous allez les trouver soit sous forme de gélules, soit sous forme de gouttes, hein, de teinture mère, qu'on appelle des extraits hydroalcooliques. Mais comme ce sont des formes assez concentrées qui nécessitent d'être titrées pour être en principe actifs, hein, pour être sûr de leur efficacité, il vaut mieux qu'elles vous soient conseillées au comptoir en pharmacie, parce qu'elles peuvent, compte tenu de cette concentration et de cette action, interagir avec des traitements. Donc c'est pour ça qu'on ne vous les a pas présentées en détail ce soir. Mais vous voyez, c'est vrai, il y a tout un champ, hein, de la phytothérapie qui est intéressant dans ce domaine. Je jette un petit coup d'œil à mes notes pour être sûre de rien oublier. Hein. Je ne vous ai pas parlé du gingembre, mais vous voyez, on a encore beaucoup de plantes, donc n'hésitez vraiment pas à aller sur le site pour éventuellement compléter les connaissances apportées ce soir. Un petit focus sur le bicarbonate de soude. Donc là on n'est plus dans le domaine des plantes, mais on est dans le domaine des approches alternatives qui sont souvent proposées. Et puis j'ai vu passer des questions sur l'acidité. Moi je vous ai parlé du pH de l'estomac. Donc je pensais que c'était important de faire un petit focus parce que c'est un produit qui est souvent proposé en cas de troubles digestifs. Alors il a quand même des intérêts, hein. Il permet effectivement de réduire l'excès d'acidité, mais a priori surtout dans l'estomac, et il va soulager certains symptômes de la dyspepsie. Mais par ailleurs, utilisé au long cours, attention, il peut, comme tous les traitements dits antiacides, hein, qui peuvent être prescrits, il va aussi amener au long cours à une perturbation du pH de l'estomac, hein, à ne surtout pas confondre avec l'acidose de l'organisme. Hein. Là on parle du pH de l'estomac qui physiologiquement doit être acide. Hein. Donc aujourd'hui c'est très difficile de savoir si on doit utiliser du bicarbonate de soude, parce qu'il y a des gens qui sont en hyperacidité aussi bien qu'en hypoacidité. Et donc c'est vrai que avant d'utiliser du bicarbonate de soude au long cours, c'est important d'avoir un diagnostic précis pour
pour savoir si les problèmes que vous avez sont vraiment liés à une acidité, une hyperacidité de l'estomac. Parce que dès qu'on perturbe ce pH de l'estomac, ça va aussi perturber la digestion des protéines par la suite, au fil du processus de la digestion. Ça va aussi perturber le métabolisme de la vitamine B12. Comme je vous le disais, il y a ce facteur intrinsèque qui est essentiel pour le métabolisme et l'assimilation de la vitamine B12. Les personnes qui sont véganes sont sensibilisées à cette problématique-là, mais c'est aussi important à prendre en compte pour les personnes qui prennent des médicaments antiacides au long cours. Et puis toute la suite de la digestion va être perturbée puisque si cette étape chimique et mécanique de l'estomac est perturbée, eh bien le bol alimentaire qui arrive après dans le système digestif n'a pas suivi tout le processus normal. Et en plus, l'écosystème de l'estomac est perturbé, ça crée un environnement favorable à l'installation de ce fameux Helicobacter pylori qu'on a associé notamment au développement des ulcères et du cancer de l'estomac. Donc vous voyez que là on est vraiment sur quelque chose où certes un produit comme le bicarbonate de soude peut soulager ponctuellement, mais n'est pas une solution au long cours. Et ça, c'est promis, on fera un webinaire sur l'acidose en particulier. Je répondrai brièvement en fin de webinaire parce que ça n'est pas à proprement parler une problématique digestive, c'est plus une problématique physiologique plus générale. Comme indiqué en début de webinaire, il n'existe pas de plantes, d'extraits naturels qui puissent tout résoudre si par ailleurs on ne travaille pas sur les conseils hygiéno-diététiques au sens plus large. Et très souvent, ils suffisent à rétablir une digestion, le bon fonctionnement du système digestif. Je me permets donc de rappeler, comme j'ai déjà insisté sur la mastication, qu'il est extrêmement important de manger lentement. Prenez le temps de savourer, c'est très très important de manger en pleine conscience pour ceux qui le souhaitent. Je ne sais pas quel est le pourcentage de problèmes digestifs qui sont résolus rien qu'à cette étape-là, mais je pense qu'il est très très important. Autre élément qui est important, c'est aussi de manger à heures régulières pour que l'horloge biologique, notre horloge biologique, ne soit pas tout le temps perturbée. La synthèse des enzymes et la libération des enzymes est facilitée si on mange à heures régulières. Donc ça aussi contribue à une bonne digestion. Et bien sûr, pour les personnes qui souffrent de problèmes digestifs, essayez le plus possible de fractionner les repas. Il vaut mieux des petits repas légers que des gros repas copieux ponctuellement. Un petit rappel sur les facteurs aggravants des troubles digestifs, le tabac, l'excès de café, les boissons gazeuses et bien sûr les boissons alcoolisées et certains médicaments. Donc c'est important de savoir parce que certains médicaments à la fois peuvent aggraver certains problèmes de digestion, voire les provoquer, ou entrer en interaction avec ce que vous allez proposer comme approche naturelle. Donc c'est quand même un élément à signaler, soit en officine quand vous prenez un conseil, soit auprès de votre médecin. Notre mode de vie alimentaire, nos habitudes modernes alimentaires font que nous ne consommons pas assez de fibres. Alors les fibres, c'est un monde, il y a beaucoup de fibres différentes, mais toutes vont jouer un rôle, soit sur le transit, soit sur la vitesse d'absorption des aliments, sur l'effet qu'on dit prébiotique pour l'entretien d'une flore intestinale de qualité. Donc c'est très important d'introduire, d'augmenter les fibres dans son alimentation progressivement, parce qu'effectivement il y a certaines
troubles intestinaux qui vont être améliorés en supprimant ponctuellement les fibres. Vous avez peut-être entendu parler des régimes FODMAPs, mais ça, ce sont des régimes qui nécessitent vraiment un accompagnement spécifique parce qu'ils ne répondent pas à tous les problèmes digestifs. C'est pour certains problèmes digestifs particuliers. À l'inverse, le fait de manquer de fibres concerne une grande majorité de personnes et donc il ne s'agit pas de les prendre en complément alimentaire, c'est de végétaliser son alimentation, pas sans forcément devenir végétarien ou vegan, mais augmenter la part des végétaux, des légumes et des produits semi-complets pour augmenter la part des fibres dans l'alimentation. Là aussi, beaucoup de problématiques de santé et pas seulement de digestion sont liées au manque de fibres. S'hydrater suffisamment dès qu'il y a un ralentissement du transit, une constipation, très important de voir si c'est pas déjà un problème d'hydratation. Autre point, alors là je suis peut-être un petit peu plus donneuse de leçons d'une certaine façon, mais je tiens à le faire parce qu'effectivement ce sont des éléments très importants quand on souffre de troubles digestifs, de tenir compte de ces aspects-là. Limiter la consommation des aliments, alors pas tous les aliments gras, on est bien d'accord, c'est le mauvais gras, sont surtout les aliments frits, les aliments industriels, les aliments trop raffinés, je pense aussi aux farines blanches, au sucre blanc. Tous ces aliments-là contribuent au déséquilibre de la flore intestinale. Donc vous voyez comment tout ça, par voie de conséquence, peut expliquer certains troubles. Alors l'idée, c'est d'y aller progressivement, de se faire accompagner si c'est nécessaire, mais c'est essentiel pour rétablir une bonne fonction digestive. On l'a évoqué en début de webinaire, pratiquer une activité physique régulière. C'est inutile de se lancer dans un marathon dès demain, ce sera contre-productif. Par contre, marcher tous les jours, c'est essentiel pour la fonction digestive. Limiter l'impact du stress, donc là je ne m'étends pas parce qu'on a une page dédiée sur le sujet et on l'a déjà développé. Et bien sûr, élément très important, un dîner léger, au moins 2 heures avant le coucher, surtout pour les personnes qui souffrent de remontées acides. Parce que vraiment, un dîner trop proche du coucher peut favoriser ces remontées acides. Et bien sûr, le sommeil aussi, puisque ça va être cette période de régulation de l'organisme. Le sommeil est très important pour avoir une fonction digestive optimale. Là aussi, nous avons une page dédiée sur le sommeil pour vous guider en fonction des problématiques que vous rencontrez. Voilà pour cette présentation. Un petit coup d'œil à la montre me dit que nous sommes dans l'heure de présentation. J'espère que cette présentation générale a répondu à vos attentes. Là, juste quelques pistes que vous aurez avec le replay, une liste de nos sources pour vous montrer qu'on se base à la fois sur des livres, sur des sites web. On ne vous a pas indiqué les sources scientifiques, mais vous les retrouverez sur les sites, sur les différentes pages rédigées autour de cette thématique. Pour celles et ceux qui souffrent de problèmes digestifs, je ne peux pas m'empêcher de vous conseiller, si vous ne l'avez pas déjà fait, de lire Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé. Il date de 2017, mais ça a été un succès mondial de librairie. Et pour ceux qui veulent mieux comprendre comment ça fonctionne et comment ça dysfonctionne, c'est extrêmement bien fait. Vraiment, c'est un incontournable quand on souffre de ces problèmes-là. Tous nos conseils, comme je l'ai déjà dit, sont sur le site avec les liens nécessaires, soit sur les huiles essentielles avant de les utiliser pour bien comprendre leur mode d'emploi et leurs précautions d'utilisation, et toutes les pages thématiques que vous retrouverez. Merci encore d'avoir été aussi nombreux à participer à ce webinaire. J'espère qu'il aura répondu à vos attentes et que ces conseils vous seront utiles. À très bientôt donc sur le site ou à l'occasion d'un prochain webinaire.